À 6h45, bonjour à tous. Alors que l'hôtel Matignon dort encore, un Premier ministre s'apprête à mener son premier combat de la journée. Au sens propre. Dans la salle de sport aménagée dans les jardins pour le personnel, Édouard Philippe s'échauffe pour son entraînement matinal. Avant, j'avais l'habitude de faire 3 séances de boxe par semaine. Bon, mais là, j'ai moins de temps. Donc, c'est plutôt 1 à 2 fois par semaine, et puis je cours 1 fois par semaine. Pour le coacher, c'est pratiquement une ligne droite. 2 policiers qui travaillent au service de protection rapprochée à Matignon. Pour éviter la perte d'équilibre. 2 anciens du raid. Il a pu être là au moment de l'impact. Mais il va être là. Mais il va être là. On lui a dit d'être là. Non ? Ouais. C'est au Premier ministre d'être à l'attaque. C'est là qu'il y a le chaos. Un bras avant. Voilà, vous tournez. Ne rentrez pas dans ce... Voilà. Time. Point de force, point de faiblesse, c'est quoi? Au niveau boxe, hein? Ouais, au niveau boxe. Ne sors pas assez de l'axe de... Reste trop dans le combat. Sors pas assez de l'axe une fois sa série terminée. Et point fort? Ne dites pas, ils vont savoir. Le punch. Vous allez voir. Les grands, ouais. À l'entraînement, pas de traitement de faveur. Mais le policier maîtrise ses coups. Il est en reculant. Un cocard sur un Premier ministre, ça ferait mauvais genre. On souffle bien, on décontracte. Le mouvement doit être délié. Plus que 10 secondes. Allez, time. Le plus insupportable, c'est que ils vont très très bien. Ils sont en pleine forme. Édouard Philippe, 46 ans, père de 3 enfants, a découvert la boxe sur le tard, il y a seulement 3 ans. J'ai commencé à en faire quand mon père est mort. Parce que c'était une bonne façon de faire passer une forme d'agressivité et de rage. Et donc voilà. Mais quand même, c'est dur. Pouf. En politique, Édouard Philippe est un poids-plume. Jamais ministre, l'ancien maire du Havre doit apprendre à Matignon à boxer dans une toute autre catégorie. Depuis la rentrée, les dossiers explosifs s'accumulent. À commencer par la gestion de l'après-Irma. 5 jours après le passage de l'ouragan, il a convoqué avec leurs conseillers 5 ministres. Parmi eux Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Allez. Comme souvent, il va devoir gérer 2 ministres qui ne sont pas d'accord entre eux. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est-ce que je peux vous demander de nous faire le point sur la situation? On a rétabli l'ordre, puisque nous avions un certain nombre de pillards qui rajoutaient évidemment du malheur au malheur. Les principaux problèmes aujourd'hui que nous avons, c'est la prolifération des moustiques, donc qui risquent de susciter des problèmes de santé, de maladies tropicales, dengue par exemple. Madame la ministre. Oui, peut-être juste pour vous rassurer, ce sont des moustiques qui ne sont pas porteurs de vecteurs qui prolifèrent. Ceux qui portent la dengue, le chikungunya, etc., sont des moustiques dont les larves ont été détruites par l'eau de mer. Sur cette question, il y a des experts qui sont sur place, qui sont partis. Il y a deux épidémiologistes qui sont sur place depuis jeudi. Dans le point de situation que je viens de recevoir, on me dit que ce sont des moustiques nuisibles en sens de confort, mais sans risque épidémique. Moi, j'ai eu la préfète de Saint-Martin il y a 2 heures. Il n'y a pas que de l'eau de mer, hein, il y a aussi des endroits stagnants. Quand vous avez 2 ministres qui expriment un point de vue divergent, comme en début de réunion, comment on fait pour trancher? D'abord, j'écoute tout le monde. Parce qu'on décide bien que lorsqu'on a le maximum d'informations, et ensuite, s'il faut choisir, oui, c'est moi qui arrive. Et vous faites comment pour distinguer l'un ou l'autre? J'utilise mon raisonnement, mon intuition. Sur ce coup-là, son intuition semble avoir donné tort à la ministre de la Santé, qui dès le lendemain va publiquement parler, elle aussi, d'un risque d'épidémie. À Matignon, l'arrivée d'Édouard Philippe fut une surprise. Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, il a travaillé comme avocat, puis pour Areva, avant d'être élu maire du Havre, sous l'étiquette UMP.
Un aller et retour entre public et privé qui n'est pas sans rappeler le parcours de l'ex-banquier Emmanuel Macron. Les deux hommes se trouvent beaucoup de points communs. Et au plus haut sommet de l'État, Édouard Philippe se défend de n'être qu'un subordonné. C'est pas le lien hiérarchique qu'il y a entre un patron et son salarié, c'est un lien politique, c'est un lien de confiance. Et quand il y a un désaccord entre nous, on en discute et parfois il suit mon avis et parfois il choisit le sien. C'est naturel, c'est le président de la République. Voilà. Vous rigolez ensemble ? Oui. Et ça, j'y suis très attaché. J'ai toujours essayé de me fixer cette formule, peut-être d'ailleurs que ça se voit pas quand on me regarde, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. En bon Premier ministre, Édouard Philippe doit désormais se faire le VRP des lois Macron. Ce matin-là, il prend le premier train pour Dijon. Avec ses nouveaux amis du gouvernement, Gérald Darmanin, ex-républicain comme lui, Benjamin Griveaux, ex-PS, et Agnès Buzyn, issue de la société civile, ambiance potache, malgré leur matinale. Vous remarquerez une alimentation extrêmement équilibrée. Oui. Je ne veux pas faire de publicité, mais enfin, vous remarquerez que ce matin, mon petit déjeuner est particulièrement équilibré. Quand je suis en présence de Madame la ministre de la Santé, je considère que j'ai une autorisation, mais enfin, je la vois bien qui se consterne. Le Premier ministre a mis en scène ce déplacement pour annoncer de nouvelles mesures pour les travailleurs indépendants, comme les commerçants. Touche finale à son discours préparé par ses conseillers, tout en alternant café et soda. Le Premier ministre a demandé à Benjamin Griveaux, son adversaire d'hier, de relire son discours. Si tu vois des trucs qui sont pas malins. Un discours que ce proche de Macron n'hésite pas à amender. Voilà, ils font pas que ça. Ah oui, ça je sais pas, tu vois. Non, mais c'est important. Ah, ouais. Je pense que c'est... Oui, c'est vrai. Ça. On s'était croisés avec le Premier ministre sur un plateau, nous avions débattu pendant les primaires de droite et je ne crois pas violer un secret d'alcôve en disant qu'on était sortis de ce plateau en étant très embêtés pour trouver des vraies différences de fond. On s'était dit, il y aura peut-être un jour où des types de gauche et des types de droite qui se retrouvent sur un maximum de sujets pourraient avoir envie de travailler ensemble et que ce jour-là, ce serait bien qu'on s'y colle. Voilà. Bon, on ne savait pas que ça viendrait aussi vite. En tout cas, moi, je ne savais pas que ça viendrait aussi vite. Je pensais que ça serait avec Alain Juppé. Benjamin pensait que ça serait avec Emmanuel Macron. Bon, ça s'est fait avec Emmanuel Macron. Mais c'est très bien. Pendant l'été, le président Macron a dégringolé de 13 points dans les sondages. Alors, pour défendre les réformes, Édouard Philippe arrive à Dijon en force. 4 monospaces pour transporter ministres, conseillers, équipes de presse. Un convoi sécurisé par au moins 5 motards, qui, évidemment, ne s'arrête pas au feu rouge. Au programme, un discours pour annoncer les nouvelles mesures et une discussion en toute intimité avec le jeune propriétaire d'un food truck. On essaye de miser sur la mode du wrap, wrap froid, wrap chaud, des frites maison. Ouais. Donc voilà, il paraît que c'est les meilleurs de Dijon. Bah attendez, on va voir. Hein. Édouard Philippe est à l'aise. Comme je ne connais pas trop les autres de Dijon, je vais dire que c'est les meilleurs, mais... Il fait de la politique au niveau local depuis plus de 15 ans. Darmanin ? Oui, il vient du Schnorr. Ah oui. Donc, cuisson à la belge. Hein. Mais au-delà de la visite gastronomique, il y a l'impatience des petits patrons. On va mettre un peu le bazar dans votre salon. Oui, il vient pas souvent. Comme la propriétaire de ce salon de coiffure que le Premier ministre doit rassurer. On ne nous aide pas beaucoup par rapport aux charges salariales. Il y a beaucoup d'efforts de fait sur les bas salaires, mais quand vous avez du personnel qui est là depuis 13 ans, qui est qualifié, vous ne pouvez pas vous permettre de leur donner le SMIC. Avec ce qu'on va faire, s'agissant du droit et s'agissant du charge, ça vous entraîner simplement le fait que si vous pensez, parce que vous avez de l'activité, parce que vous devez embaucher, faites-le. Parce que même pour un CDD, des fois, ça nous met des freins. Ça ne va pas mettre en péril votre entreprise. Les gens en ont vraiment marre et attendent vraiment des résultats rapidement et ils veulent voir vraiment... Eh bien, ça ne m'avait pas échappé. Ça ne m'avait pas échappé. Il est convaincant dans sa manière. Oui, il est simple et il explique les choses très clairement. Après, on verra, une fois que la mise en place va être faite, c'est sur le terrain qu'on se rend compte. Merci beaucoup, vraiment. Et bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci, monsieur. Au revoir. Mais il est des Français plus difficile à convaincre. On lâche rien, on lâche rien. Mardi dernier, la CGT organise une grande manifestation contre la loi travail. Alors que les premiers cortèges se forment, à Matignon,
Ça va? Le Premier ministre reçoit la présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. J'ai tenté pour la première. C'est la première fois que je fais du feu à Matignon pour voir si la cheminée fonctionnait. Ça sent jusqu'en bas. On s'installe ici? Comme vous voulez. Ouais. À l'ordre du jour, la polémique provoquée par la baisse du nombre de contrats aidés. Mais très vite, la mobilisation s'invite dans la conversation, et notamment la place prise par Jean-Luc Mélenchon. Tout raflé, là. Les caméras ne sont que sur lui. Ouais. Et il a défilé cet après-midi? Regardez. Ah oui, il est déjà avec... on ne voit que ses embrassades, etc. En train de récupérer le truc. Voilà. C'est une forme de revanche sur ce qu'ont donné les urnes. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est un combat politique. Traitons-le comme tel. La seule inquiétude, c'est le mouvement étudiant. Il ne faudrait pas que ça oui, on a tous à l'esprit l'idée que ça peut coaguler parfois. Bon, bien sûr, bien sûr. Édouard Philippe se souvient que la mobilisation des jeunes en 1995 a fait trébucher son ancien mentor Alain Juppé, alors Premier ministre. Avant son déjeuner, il va jeter un coup d'œil sur les chaînes infos, histoire de prendre la température. Mais plus que les slogans des manifestants, ce qui l'agace, c'est la description par une journaliste d'une des mesures des ordonnances, les contrats de chantier. Avec les salariés, autre point d'inquiétude pour ces syndicats. C'est très triste parce que cette présentation à laquelle j'assiste, qui essaie d'être très sérieuse, elle est pleine d'inexactitudes. Elle oublie de dire que ces contrats de chantier ne s'appliqueront que si les syndicats se mettent d'accord au sein de la branche pour qu'ils entrent en œuvre. J'aurais préféré qu'elle en fasse mention, mais bon, qu'est-ce que je dis? Un souci de la précision qui, paradoxalement, a déjà joué des tours au Premier ministre. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour, monsieur. Sur BFM, lors d'une grande interview de rentrée, le journaliste Jean-Jacques Bourdin passe au crible les réformes promises. Mais à plusieurs reprises, Édouard Philippe sèche sur les chiffres, notamment concernant l'augmentation des pensions. Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause. Ah bon? Non, mais parce que... il y a tellement de chiffres, remarquez. Il y a énormément de chiffres, j'essaie de les avoir en tête. Le 1er octobre Je ne sais pas si ça sera le 1er octobre ou le 1er janvier. Là aussi, je vais revenir exactement vers vous. Théoriquement, c'est le 1er octobre. Ce sera le 1er octobre. Ouais. Et le minimum vieillesse? À partir de... Allez, encore une fois, vous me laissez vérifier pour ne pas vous dire d'inexactitude. Je n'ai aucune feuille devant moi. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme. J'ai pas tous les chiffres en tête. 2 semaines après son interview, que beaucoup de commentateurs considèrent comme ratée, Édouard Philippe ne regrette rien. C'est un manque de préparation. En aucune façon. En aucune façon. J'assume le fait de ne pas systématiquement, sur tous les sujets, tout savoir. Voilà. Peut-être que tout le monde a envie d'un Premier ministre qui sait absolument tout sur tout, qui a vraiment tous les éléments techniques et qui vous explique à vous mieux que ce que vous ne connaissez votre métier. Peut-être, c'est pas moi. Moi, j'assume ce que je suis, je ne demande pas être quelqu'un d'autre. J'assume ce que je suis. Quand je sais pas, et je le dis. À l'épreuve du pouvoir, le Premier ministre a commencé, comme le président, à baisser dans les sondages. Moins 7 points en un mois. Mais il est un endroit où sa cote d'amour reste intacte. Comme un havre de paix. Il revient dans la ville normande au moins une fois par mois. Ce week-end, c'est à l'occasion du rassemblement des Grandes Voiles. C'est pas moi qu'il faut dire ça. C'est un enfant du pays. Son grand-père y était docker. Lui a été maire pendant 7 ans. Élu dès le premier tour. La rentrée, tu vas aller dans quelle classe? C1 à 6 ans et demi. C'est bien fort, t'es là. Des bisous. Oh, t'as vu, ça pique, hein? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'elle est bien, la photo? Regardez. Très bien. Oh, on voit rien. Allez, superbe. Est-ce que ça fait du bien, du coup, ici, de se ressentir populaire? Ça fait du bien d'être chez soi. Et comme je suis chez moi, je suis content. Mais voilà, sur le reste, la popularité, ça n'est pas une donnée, ça n'est pas un indicateur, ça n'est pas un objectif. Ça ne sert à rien. À rien. C'est bon? Super. Ah là, il y a du favoritisme. Hein. Il n'empêche, le Premier ministre ne boude pas son plaisir dans ce bain de foule quasi chiracien. Mais il suffit qu'il s'éloigne un peu pour redevenir anonyme. Dans cette librairie havraise où il a ses habitudes, il passerait presque inaperçu, si ce n'était la présence discrète de 2 gardes du corps
et l'accueil du propriétaire, qui le connaît bien. Ça va? Ouais, ça va. Vous avez essayé de vous échapper un peu. J'ai passé une assez bonne semaine, je veux dire, assez intense. Donc je vais déguster ces bonnes minutes de tranquillité. Je vais essayer de trouver des livres. Son père, sa mère, sa grande sœur, tous professeurs. Édouard Philippe garde en héritage un amour des livres, à tel point qu'il est lui-même l'auteur de 2 polars. Bien. Paf et paf. Avec pour toile de fond l'univers impitoyable de la politique. Cela? C'est mon livre, ça? Non. Enfin, je sais pas, c'est moi qui les écris. C'est pas à moi de dire s'ils sont bons ou ils sont pas bons. En tout cas, j'ai aimé les écrire. Ça, c'est sûr. Et est-ce que la fonction de Premier ministre vous donne envie d'en écrire un 3e? Un 4e? Elle me donne pas le temps, en tout cas, ça, c'est sûr. J'ai renoncé à écrire une ligne tant que je suis à Matignon. J'essaie de garder un peu de temps pour lire. Ça fait de la matière pour un prochain? Est-ce que vous vivez? Sans doute, ouais. À bientôt. En projet, l'adaptation au cinéma par Guillaume Gallienne d'un des polars du Premier ministre. Bonjour, monsieur. L'avenir dira ce qui, de la politique ou de la fiction, apportera à Édouard Philippe ses plus gros succès.